Ah ben, bien sûr, parce que vu mon âge canonique, je suis rentré dans ma 65e année. J'ai des souvenirs qui sont des souvenirs d'abord d'un univers surenneigé pendant l'hiver, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Donc j'ai connu un univers qui était un univers aussi où on créait les stations de ski dans les Alpes du Sud. Moi, j'ai le souvenir de la création de la station de Puy-Saint-Vincent, notamment, parce que sur la terre, mon père en était à l'origine. Il avait été instit dans ce village qui était en train de crever, il n'y avait pas d'autre terme, il disparaissait littéralement, et il a voulu en faire une station de sport d'hiver. Mais j'ai aussi l'image, également, toujours l'image du père, mais qui était très sceptique sur la création d'une autre station beaucoup plus basse en altitude et qui se disait est-ce qu'il vaut mieux pas conforter l'existant plutôt que de créer de nouveaux univers qui peut-être ne seront pas valables dans quelques années. Donc il y avait déjà ce sentiment de mêlée. Donc pour moi, oui, je l'ai vu évoluer. Et puis je l'ai vu évoluer aussi parce que je me balade, je fais de la rando, et je vois des pelouses qui étaient des pelouses très humides avec une biodiversité incroyable qui sont devenues sèches. J'ai vu arriver des parasites dans les forêts de mélèzes. J'en avais jamais vu de ma vie. Je ne savais pas qu'une forêt de mélèzes pouvait pratiquement, non pas disparaître, mais être très endommagée par un certain nombre de parasites. Donc toute cette évolution-là, elle m'a obligé pendant des années, et puis j'ai été maire aussi pendant près de 30 ans, elle m'a contraint à changer de regard sur l'univers qui m'entoure et à faire en sorte, parce que la montagne c'est quand même un lieu d'innovation, parce que si vous innovez pas, si vous vous adaptez pas en montagne, vous êtes sûr de crever. La montagne pour moi c'est aussi le symbole de l'innovation, au sens de non pas l'innovation en montagne, mais de innover la montagne, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de nouveau. Et je crois que les politiques publiques doivent justement nous aider à faire en sorte que cette adaptation soit pour le moins non entravée, pour le mieux favorisée au fur et à mesure que s'installe un changement climatique qui est maintenant quasiment irréversible. Bah, écoutez, effectivement, vous avez raison, le plan Avenir Montagne il était successif à la crise du Covid. Donc il s'agissait de relancer l'économie montagnarde, et pour la relancer, c'était relancer cette économie sur la base du tourisme, d'un tourisme plus résilient, d'un tourisme différent. Donc on a amorcé une résilience dans l'évolution des choses en mettant plus d'argent, c'est-à-dire le double de ce qu'il y avait en termes de financement dans les conventions de massif. Et lorsque j'étais ministre, c'est vrai qu'on est arrivé à faire en sorte que toutes les régions soient d'accord pour mettre 1 euro d'argent frais pour 1 euro d'argent de l'État. Donc on est arrivé à redoper les investissements dans les zones de montagne. Mais pas que cela, parce que j'avais voulu qu'il y ait un programme parallèlement qui soit un programme d'ingénierie. Je crois que ce dont on manque le plus, notamment sur les territoires les plus pauvres, c'est d'ingénierie. C'est-à-dire de gens qui sont au sein des territoires en train de réinventer un avenir pour chaque bout de territoire, parce que c'est pas la même chose si vous êtes à Saint-Flour, à Chamonix, dans les Pyrénées, à la Reims. Voilà, c'est des univers complètement différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui soit totalement national, ou du moins amener une logique nationale, mais ensuite faire en sorte que ce soit les territoires qui décident. Parce que les territoires, il y a des élus, il y a des habitants, et ils ont tous envie tout simplement de faire vivre leur montagne, et leur montagne à vivre, elle n'est pas tout à fait la même dans un univers ou dans un autre. Alors, la Première ministre m'a confié effectivement le soin de voir en 2030, quelle serait cette montagne à vivre, puisque les choses s'accélèrent. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a une augmentation des degrés sur le territoire national de 2 degrés, c'est 4 degrés en montagne. Donc il y a une accélération qui est très forte sur les zones de montagne. Donc j'ai voulu, au travers de ce rapport, et ce qu'a souhaité la Première ministre également, faire en sorte qu'on ait une vision qui soit une vision sur l'intégralité du bouleversement, avec ce fil conducteur du changement climatique qui concerne la montagne. Parce que, certes, il y a le tourisme,
Bon, il y a le tourisme, il y a les stations. Et là, c'est quelque chose qui est, je dirais, pour nous important, parce qu'il faut trouver une voie moyenne entre le déni, où des gens vous disent non, non, mais de toute façon, il n'y a absolument aucun problème, ça va bien se passer, avec des logiques qui sont des logiques, je fais plus de logements, comme ça je vais solvabiliser mes remontées mécaniques, et pendant ce temps-là, les gens du coin n'arrivent même plus à se loger, tellement le foncier devient rare et cher dans ces pays, et avec d'autres logiques qui sont on touche plus à rien, on revient à l'état naturel, bref, que tout le monde crève et on fait une zone qui est une zone de réserve naturelle où plus personne ne vit. Donc entre les deux, il y a quand même des chemins. Il y a des chemins qu'on a commencé avec le plan Avenir Montagne 1 et qu'on continuera avec le plan Avenir Montagne 2, mais j'insiste là-dessus, toujours avec une réflexion qui est une réflexion locale, basée sur des vallées qui ont leur cohérence, d'où l'importance dans ce plan, qui on ne peut pas l'appeler Avenir Montagne numéro 2 parce que ce n'est pas toujours le même, mais d'avoir de l'ingénierie pour réfléchir à cela. Au bout d'un moment, quand on nous dit il va falloir refonder une économie, il n'y a pas que le tourisme. Il n'y a pas que le tourisme, et pour ma part, je m'étonne toujours qu'en zone de montagne, et notamment dans des zones de haute montagne, c'est-à-dire très loin des agglomérations, il n'y a pas de cluster. Il y a très peu de clusters. Or, il y a un programme national qui s'appelle Territoire d'industrie, qui ne va pas prioritairement sur les zones de montagne. Il est temps de changer la donne. Territoire d'industrie, c'est fait aussi pour des zones de montagne, des zones qui ont des choses à dire, et notamment, je pense à la filière bois, à toute la filière bois-forêt d'une manière générale, où on est quand même le pays, la France, qui a le plus de surface forestière en Europe, et celui qui produit le moins. Ce qui est quand même un paradoxe. Donc les territoires d'industrie, les clusters, la formation qui va avec et qui est tout à fait insuffisante sur le territoire national, eh bien pour une fois, essayons de ne pas la mettre à un endroit où il n'y a pas de forêt, parce que c'est quand même la spécificité française, c'est essayons de voir vers Paris si on peut faire quelque chose. Ben non, essayons de le faire, mais sur nos territoires, avec ces clusters, avec ces filières comme les campus connectés. Et campus connectés en montagne, vous n'en avez pas, ou pratiquement pas. On considère que les montagnards n'ont qu'à se déplacer. Eh bien non, je dirais, il faut revenir à quelque chose de plus dynamique et reprendre toutes ces filières. Il y a des filières qui avaient disparu, comme la filière textile. Bon, aujourd'hui, la filière textile, vous avez énormément de PME, PMI qui sortent des produits absolument remarquables, qui sont éco-responsables, parce que quand vous importez du coton, vous savez dans quelles conditions c'est produit et dans quelles conditions, j'allais dire, de travail c'est importé, alors que vous avez des filières courtes et que tout cela peut vivre tranquillement, et c'est le sens un peu des propositions. Alors je ne vous dévoilerai pas les propositions concrètes, je ne peux pas le faire tant qu'il n'y a pas eu de réunion interministérielle, mais il faut que nous arrivions à mettre des moyens, non pas des moyens supplémentaires énormes, parce que j'ai été rapporteur général du budget, je sais ce que c'est qu'un budget. En revanche, il faut arriver à flécher des programmes nationaux sur nos zones de montagne, de façon à ce que cette transition se fasse. Sur la question du logement, moi je vais être franc avec vous, hein. La course à l'échalote de toujours plus de logements touristiques, il y a un moment où il va falloir l'arrêter. Il va falloir l'arrêter. Déjà, il y a des endroits où les logements touristiques, dans des stations qui sont en train de fermer ou qui vont fermer, parce qu'on ne peut pas toujours conserver un produit station, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas conserver du ski en France, hein. Je veux dire, il y a des tas de stations qui vont vivre au moins jusqu'en 2030 et d'autres qui vont vivre jusqu'en 2050, notamment dans les gouttes froides et certaines zones d'altitude. Mais il faut arrêter la course à l'échalote et faire en sorte que l'immobilier de loisirs, qu'il soit des meublés de tourisme, ou qu'il soit, j'allais dire, des résidences de tourisme classiques, puissent être remis sur le marché de la location normale, j'allais dire de la location permanente pour les personnes qui sont là. Et là, alors là, je vous dévoile un petit truc du rapport, mais ma prime rénov, par exemple, qui est faite pour les logements qui sont les logements permanents, si on la flèche, puisque la Première ministre a annoncé des crédits supplémentaires sur ma prime rénov, si on la flèche sur de la réhabilitation de l'immobilier de loisirs, pour en faire de l'immobilier permanent, que ce soit l'immobilier de tourisme ou autre, eh bien, je pense qu'on aura, pour partie, gagné un peu ce pari de reconquête en faveur du logement permanent, parce que s'il n'y a pas de logement permanent accessible, personne ne viendra travailler d'une manière pérenne sur les territoires. Bien sûr.
C'est c'est le principe posé par la loi de 85, la loi montagne initiale. Et un petit hommage à ses pères fondateurs, dont quelques-uns sont encore en vie. Tout simplement, c'est concilier, à l'époque, c'était concilier protection et développement. Et autodéveloppement, le terme était employé d'ailleurs. C'était la première fois que le terme d'autodéveloppement était employé. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'il y a de l'industrie en montagne que l'on va forcément avoir de la pollution. Puis il faut voir les choses de manière plus globale. Quand vous avez des productions qui sont des productions agroalimentaires, des productions industrielles sur un territoire, c'est aussi dans le cadre de circuits courts. Je parlais tout à l'heure du textile, qui est un bon exemple. Ce qu'a fait le Jura sur la filière, notamment de la lunetterie et autres. J'ai des lunettes du Jura là, sur le nez. Voilà, parce que quand on m'a dit, là, il y a des trucs fabriqués aux États-Unis, et ça, c'était fabriqué dans le Jura, je vendais sur le Jura. En plus, c'est 10 euros de plus. Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faut quand même essayer de faire en sorte que de l'artisanat local vive. Bien, ces filières-là, qui sont des filières qui ont été structurées parce qu'il y a eu des moyens publics, il faut quand même être très clair, plus des initiatives privées, plus une tradition, qui était une tradition importante, tout ça était en train de partir en quenouille, et finalement, il y a des nouveaux leaders sur ce marché-là qui sont en France dans les zones de montagne. Donc on peut faire la même chose sur d'autres sites. On peut continuer aussi, je suis désolé, mais à faire du ski avec des réserves collinaires, qui sont des réserves collinaires multi-usages, avec une vraie association de tout le monde, parce que les agriculteurs ont aussi besoin d'eau. Les pelouses sèches, ça existe en montagne maintenant, et c'est un problème sur la biodiversité, donc on peut concilier des usages. Moi je suis vraiment, je considère que dès lors que quelque chose ou un projet fait l'objet d'un consensus local, il y aura toujours les 10 ou 5% de gens qui sont contre par principe, mais bon, il faut y aller, il faut éviter qu'il y ait, j'allais dire, trop d'opposition structurée de la part de gens qui, quelquefois d'ailleurs, n'habitent pas le territoire et n'ont pas l'intention de l'habiter. La montagne de demain, j'ai le sentiment qu'avec les problématiques du réchauffement climatique, elle va attirer de plus en plus de monde. C'est déjà le cas à l'heure actuelle. Parce que quand vous habitez le bassin grenoblois, vous avez tendance à aller un peu à montagne. Quand vous habitez à Clermont-Ferrand, l'été fait une chaleur infernale à Clermont, les gens ont tendance à aller plutôt dans des vallées de montagne. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui vont vouloir y habiter. Mais ça implique quoi? Qu'on redensifie les services publics. Ça, je m'y étais employé à l'époque avec Petite Ville de demain, avec les maisons France Service quand j'étais au gouvernement. Et pour recréer un tissu qui n'existait plus dans ces zones-là, et je crois il y a quand même une certaine réussite et que les bourgs-centres de montagne ont été, entre guillemets, bien servis sur ces politiques publiques-là. Et puis, il faut aller, j'allais dire, plus loin, ce que je vous disais sur les politiques de logement, pour que le logement devienne accessible et qu'on arrive dans des zones qui sont habitables. Et le fait que des logements, qui étaient des logements initialement touristiques, deviennent des logements permanents, avec des politiques publiques, là encore, comme je le disais tout à l'heure pour MaPrimeRénov', peut permettre d'avoir cet équilibre et d'accueillir de nouvelles populations, finalement, d'avoir une montagne qui est plus habitée de manière permanente. Les Suisses l'ont fait, y compris avec des moyens coercitifs, c'est-à-dire interdiction de plus de 30% de résidences secondaires sur leur territoire. Alors, sans aller jusqu'à l'interdiction, mais bon, pourquoi pas se fixer un certain nombre de règles, parce que qu'est-ce que veut dire une commune où 80% de la population et ce sont des résidences de tourisme, des résidences touristiques. On ne peut pas considérer que c'est une montagne à vivre. Quand vous allez dans une montagne, vous êtes content d'avoir l'épicerie du coin qui est là toute l'année, le Toubib qui est là toute l'année, l'ensemble des services. Vous l'êtes un peu moins quand vous arrivez dans des zones complètement artificialisées où vous ne pouvez même pas vous payer un sandwich. Je vous parle d'un type qui a fait des campagnes électorales dans des zones de montagne pendant des années. Alors, entre Pâques et l'été, et entre la fin de l'été et le début des vacances d'hiver, je pourrais croire que quelquefois, même trouver un sandwich, c'est dur. Donc, voilà. Mais tout cela reviendra naturellement avec des politiques de reconquête des bourgs-centres comme Petite Ville de demain et autres, dès lors que l'on cible bien les zones de montagne. Et c'est l'ambition du plan, non pas Avenir Montagne, mais du plan de la montagne de demain, que j'ai présenté à la Première ministre.
moi, si j'avais un message espoir, ce serait mettons-nous tous ensemble, comme on a su le faire au moment des États généraux du tourisme. On a mis tout le monde ensemble, on est arrivé à quand même à un certain consensus. Ben, mettons-nous ensemble pour considérer que demain, il y a simplement une montagne à vivre et qu'on la vive ensemble. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai souhaité y participer. Alors, même si physiquement je ne pouvais pas, mais y participer parce que je pense que tout ce qui est réflexion qui associe l'ensemble des parties prenantes et la population est une réflexion qui est bonne à prendre parce que la montagne de demain, elle se construira avec l'ensemble des personnes qui habitent sur ce territoire.